un vœu pieux. D'ailleurs, est-ce une bonne idée? C'est le grand angle de ce vendredi 14 mai. Les États-Unis sont favorables à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, aussi la Chine depuis hier, mais les laboratoires pharmaceutiques, eux, se montrent réticents. Est-on face à un dilemme classique entre morale et business? Maurice Cassier, bonsoir. Vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS, où vous avez publié une étude sur les brevets pharmaceutiques et la santé publique. Éric Bazeillac, directeur des affaires économiques et internationales du LEEM, les entreprises du médicament. Première question évidente que je vous adresse aux deux, est-ce que les brevets permettraient de lutter efficacement contre la pandémie? Lever ces brevets? Pour moi, l'enjeu, c'est que la levée de brevets, c'est un outil pour redistribuer en fait la géographie de l'industrie des vaccins et dans un sens plus mondialisé. Il existe déjà un processus de redistribution de l'industrie des vaccins depuis une vingtaine d'années avec la montée de laboratoires et de producteurs dans les pays en développement, dans les pays du Sud, encouragé par l'Organisation mondiale de la santé. Et la levée des brevets, là, à mon sens, c'est l'occasion d'accélérer pour être en mesure de répondre plus efficacement dans chaque région du monde aux événements. Mais donc par rapport à la pandémie, là vous ne répondez pas à la question, est-ce que c'est un impact sur la pandémie? Ça peut tout à fait avoir un impact sur la pandémie dès lors qu'on augmente la capacité de production, qu'on distribue davantage donc cette capacité de production dans le monde, de manière à faire face aux variants qui émergent de manière impromptue. Et c'est là-dessus que les groupes pharmaceutiques ne sont pas d'accord? C'est une très mauvaise réponse à une très bonne question, qui est celle qu'a très bien énoncé M. Cassier, c'est-à-dire la disponibilité des vaccins pour tous les citoyens du monde. Et l'industrie pharmaceutique est la première à vouloir cela, évidemment. Pourquoi est-ce que c'est une très mauvaise réponse? Parce que ça ne répond pas à la question. Vous savez, le problème d'accès des vaccins à tous les citoyens du monde, ce n'est pas un problème de nature économique. Les vaccins sont vendus à prix coûtant, tout le monde le sait, ou à prix différencié, c'est-à-dire adapté au pouvoir d'achat des pays les plus pauvres. C'est un problème de capacité de production. Serons-nous capables de produire des vaccins dans un temps court pour 4 milliards d'individus sur Terre? Et c'est un problème aussi, il faut bien le dire, de mise à disposition de tous les vaccins qui ont été surcommandés par les pays riches et qu'on devrait mettre à la disposition des pays les plus pauvres. Et le patron de l'OMS le rappelait aujourd'hui. Je vois que vous n'êtes pas d'accord, je vous propose... Pour ce qui concerne les prix, alors on a des entreprises qui effectivement se sont mis au prix coûtant, d'autant par exemple AstraZeneca, la technologie vaccinale avait été développée sur fonds publics entièrement par l'université d'Oxford. Donc AstraZeneca a mis très peu de fonds et distribue et produit donc à prix coûtant. Pour ce qui est de Moderna et de Pfizer, là, je pense que le schéma économique est assez différent et que les brevets, et la difficulté justement à lever les brevets, c'est que les brevets servent à gager la valeur de la capitalisation boursière de ces sociétés. Et donc, c'est un des éléments sur lesquels on va revenir. Parce que je vous propose qu'on pose les points du débat en images, les enjeux avec ce sujet de France Télévisions. Et puis on continue à discuter parce que vous avez déjà soulevé des points essentiels. On va y revenir sur les prix. On regarde le sujet. Pour avoir plus de doses de vaccins plus vite et moins cher, faut-il lever les brevets détenus par l'industrie pharmaceutique et en faire bénéficier tous les États? Pour cette ONG, il y a urgence. C'est du bon sens. Il faut permettre de pouvoir produire ces vaccins massivement, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et que ça n'a aucun sens de maintenir un contrôle exclusif de quelques grandes entreprises pharmaceutiques sur la production de ces vaccins. Une demande formulée devant le siège de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. C'est ici qu'un principe juridique pourrait être mis en œuvre, la licence d'office, une levée temporaire du brevet. Et cela n'aurait rien de nouveau. Plusieurs pays l'ont déjà invoqué, notamment pour des médicaments contre le sida. Ça a permis de diminuer les prix, ça a permis de donner un accès à des médicaments, donc à des populations, que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou aussi en Asie. Mais attention, la procédure est très longue, plusieurs années selon des experts. Il faut notamment trouver un accord pour dédommager les laboratoires. Faute de quoi, selon certains, les futures recherches, notamment contre les variants, seraient compromises. Il n'y a pas un brevet, mais une multitude de brevets qui ont permis aujourd'hui de pouvoir trouver le vaccin et libérer tous ces brevets sans rétribution pour les inventeurs, pour les sociétés qui ont innové, qui ont investi dans la recherche. Ce serait la fin, quelque part, de la recherche médicale. Sans compter que même avec le brevet, les pays devraient encore assurer la production, sans l'expertise des laboratoires. Compliqué face à l'urgence de la vaccination.
Alors on parlait des prix. Est-ce que lever les brevets, ça permettrait de faire baisser le coût des vaccins? Mais non, vous savez, c'est faux. La politique, c'est faux. La politique de prix qui est pratiquée aujourd'hui par les vaccins, elle est simple. Les vaccins conventionnels sont vendus à prix coûtant. Monsieur Cassier le reconnaissait. Ceux qui sont issus de la recherche très novatrice des vaccins ARN pratiquent des prix différenciés, c'est-à-dire des prix plus élevés dans les pays développés et des prix très accessibles dans les continents les moins développés. Je vous laisse répondre. Non, je pense que vous parlez en fait d'une économie des vaccins qui existait en fait avant les années 80. C'est-à-dire avec une industrie des vaccins où il n'y avait pratiquement pas de brevets. On a développé des innovations vaccinales pendant près d'un siècle sur les vaccins, presque sans brevet. Et à ce moment-là, les prix étaient très bas. Et par exemple, Pfizer s'était retiré du marché pensant que ce n'était pas assez rentable. Et là, on a changé d'économie avec les brevets. Pfizer est vendu au prix de 12 € en Europe, hein, l'information a fuité, et en Afrique, sur le continent africain, 5,6 €. Hein, c'est la réalité. Hein, donc politique de prix différencié. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est la capacité à produire. Et on ne pourra rendre accessibles ces vaccins à tous les continents, à tous les citoyens de tous les continents, y compris les plus pauvres, que lorsqu'on aura multiplié les partenariats, c'est ce que fait l'industrie, entre des entreprises qui savent faire et des entreprises qui peuvent faire. Et la levée des brevets ne fera pas sortir une seule usine de terre. C'est ça le sujet. Sur cet argument-là, il y a aussi un autre élément qui revient souvent. Le brevet, c'est une sorte de propriété intellectuelle. Or, la recherche dans le cadre de la Covid, et vous le disiez tout à l'heure, a été financée notamment par les États. Est-ce que ça vous choque ? Alors, la recherche, effectivement, dans le cas du Covid, et c'est assez inédit, a été massivement financée. Non seulement la recherche fondamentale en amont pour les technologies, par exemple ARN. Hein, vous avez l'Université de Pennsylvanie qui distribue sa technologie en fait à tous les laboratoires. Mais aussi la recherche clinique. Moderna comme BioNTech de Pfizer ont reçu environ 500 millions de dollars. L'un de l'Allemagne, BioNTech, l'autre des États-Unis. 375 plus 100 millions de la Banque européenne d'investissement. Pfizer, BioNTech ont refusé les fonds de Donald Trump, vous vous souvenez de l'opération Warp Speed, et Pfizer, BioNTech ont refusé ces fonds publics. Il faut savoir que ces vaccins n'existeraient pas sans la création de deux start-up, BioNTech et Moderna, auxquelles on doit véritablement rendre hommage, qui existent depuis plus de 10 ans et qui pendant 10 ans Pfizer, par exemple, ont investi des fonds privés. Vous dites que Pfizer n'a pas bénéficié des 12 milliards d'euros. Absolument. C'est pas Pfizer qui a développé la technologie vaccinale, c'est BioNTech avec le soutien du financement public allemand. Non, BioNTech s'est associé à Pfizer précisément pour ne pas avoir recours à des fonds publics. Et c'est Pfizer qui a amené les investissements qui ont permis à BioNTech de faire le vaccin qui aujourd'hui... Pour avancer, il y a un traité qui prévoit depuis une vingtaine d'années un mécanisme, celui des licences obligatoires, qui permet d'accéder au brevet. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas utilisé dans ce cas-là ? Parce que justement, et c'est ça la nouveauté de la situation, parce que j'ai suivi cette mise en place avec le sida au début des années 2000. Depuis le début des années 2000, vous avez toujours un bloc de pays, États-Unis, Union européenne, Suisse, Japon, qui s'opposent à toute levée des brevets. Donc les pays des pharma. Voilà, qui font pression sur les États en développement qui ont pris des initiatives pour lever les brevets. Et la grande nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans les principes. Vous avez les États-Unis, la Chine, la Russie, qui se joignent à l'Inde et à l'Afrique du Sud, et à tout un ensemble de pays en développement, pour pousser cette solution. Donc là, il y a un déplacement majeur. Mais est-ce que ce que vous dites en filigrane, c'est qu'il y a un lobby des pharma qui intervient au niveau des États ? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire en filigrane ? Oui, bien sûr, mais les pharma, si vous voulez, ils ont en quelque sorte modelé l'accord de l'OMC sur la propriété intellectuelle, puisqu'auparavant, avant l'OMC, avant 1994, il y avait 40 pays dans le monde, dont l'Inde et le Brésil, qui n'avaient pas de brevet sur les médicaments. Alors ça, c'est je vais vous laisser répondre, parce que c'est quand même aussi un des arguments qui revient souvent, c'est le lobby des grands groupes pharmaceutiques qui sont plus puissants que les États. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Le sujet de la levée des brevets ne répond pas à la problématique qui est celle d'aujourd'hui. D'ailleurs, l'OMS le reconnaît. Certes, mais sur la question des lobbies, est-ce que les lobbies pharmaceutiques font pression aujourd'hui sur les États dans cette situation de pandémie ? L'idée des brevets sont ceux qui défendent effectivement cette idée
l'accès universel des vaccins le plus vite possible aux populations qui en ont besoin. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des partenariats entre entreprises. C'est cette dynamique-là qui est à l'œuvre et qui va réussir. Il faut faire Ça existe déjà. Ça existe déjà. Vous avez par exemple une grande entreprise, Johnson & Johnson, qui a fait un partenariat avec Aspen en Afrique du Sud. Vous avez AstraZeneca qui a fait un partenariat extrêmement important pour produire 1 milliard de doses en Inde avec le Serum Institute. C'est ces partenariats, il y en a eu plus de 200 qui ont été signés depuis le début de la pandémie, qui vont permettre un accès rapide à tous les vaccins. La levée des brevets ne fera pas sortir une usine de vaccins de terre. Il faut des années pour cela. Je laisse rapidement répondre et on avance. Convertir des usines de génériques, vous savez, c'est très compliqué de fabriquer des vaccins. Vous ne pouvez pas convertir avec une levée de brevet une usine de générique en usine de générique. C'est justement Aspen. Ça n'est pas possible. Aspen, elle a grandi depuis 20 ans en produisant des génériques pour le ministère de la Santé sud-africain. Elle a aussi su faire des produits innovants. Je vous laisse répondre, s'il vous plaît. Rapidement, pour conclure là-dessus, on va avancer. Regardez, laboratoire qui se retire, en fait, qui a renoncé à rechercher un accord, c'est Teva. Teva en Israël, c'est un des plus gros laboratoires de générique dans le monde. Il a cherché à obtenir un accord de transfert de technologie pour produire les vaccins Covid. Et le directeur vient de dire on arrête. Pourquoi il dit on arrête? Eh bien, il dit les labos qui sont déjà sur le marché, soit effectivement ils passent des accords entre eux, Sanofi, Pfizer, Sanofi, Moderna, mais ils refusent en fait qu'il y ait de nouveaux entrants type Teva, et Teva se retire alors qu'il a des capacités. On va avancer. Il y a un autre argument qui revient. Les vaccins ont été développés en un temps record. Ils bénéficient d'une demande mondiale immédiate. Ils vont donc rapporter gros. Laboratoire pharmaceutique, trop gros. Non, on attend les chiffres de Pfizer, là. C'est pas du tout un enjeu financier. Vous savez, on attend les chiffres de Pfizer. Oui, les chiffres de Pfizer, ils ont été annoncés. Le chiffre d'affaires des vaccins de Pfizer, mais il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires et la rentabilité. Encore une fois, ces vaccins sont vendus à prix coûtant ou à prix différencié. Ça n'est pas un enjeu économique pour les laboratoires. C'est un enjeu politique. Et ça, c'est très important. Mais vous avez avec Pfizer, vous avez le compte-rendu d'une réunion entre Pfizer et ses investisseurs, donc avec la banque Barclays du 11 mars. Il est disponible sur le net. Moi, j'invite tout le monde à aller voir. Il est évident que le taux de rentabilité de Pfizer, non pas le chiffre d'affaires, mais le bénéfice net, voilà. Il était annoncé le 11 mars, à mon avis, ça sera dépassé, vu les nouveaux contrats de Pfizer, autour de 4 milliards de dollars en une seule année. Donc, vous citez un chiffre qui est hors de proportion. Enfin, non, ça ne permet pas de comprendre. Non. Mais c'est 4 milliards de dollars, alors que Pfizer a annoncé 20% de marge avant impôt, dans une déclaration récente. Donc, alors, là aussi, je vous laisse conclure d'un mot et on va avancer. C'est qu'on ne parle pas des vrais sujets. C'est comment. Alors, c'est quoi le vrai sujet? Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on va permettre l'accès aux vaccins de tous les citoyens du monde dans un temps raisonnable, dans un temps accessible. Mais est-ce que là, c'est pas la morale contre le business? La levée des vaccins ne permet pas de faire cela et tout le monde le reconnaît. La directrice générale de l'OMS le reconnaissait encore il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous recommandez, vous, pour que... Il faut bâtir des accords entre entreprises. Monsieur Cassier, qu'est-ce que vous recommandez, vous, pour que cet accès se fasse de façon équitable à toute la population mondiale? Quelles seraient vos recommandations? Eh bien, la levée des brevets, c'est un point de passage, c'est une première étape pour mobiliser les laboratoires qui existent. L'OMS, depuis une dizaine d'années, a équipé une dizaine de laboratoires dans les pays en développement, Bangladesh, Thaïlande, Brésil, etc., Égypte, qui peuvent... Mais si, justement. Mais c'était les vaccins contre la grippe, suite à la pandémie de grippe aviaire. Terminez votre raisonnement, on va avancer. Donc on a le réseau de laboratoires, en tout cas dans les pays du Sud, déjà qui existent. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a levé les brevets à l'OMC, il faudra se organiser à la fois la levée des brevets et les transferts de technologie, accompagner cette transfert de technologie. L'OMS a une cellule de transfert de technologie. Ils connaissent parfaitement tous ces laboratoires. Ils certifient la qualité des vaccins. Ils certifient les bonnes pratiques. Est-ce que vous diriez, et ça sera le mot de la fin, parce qu'on arrive... C'est un message extrêmement délétère que vous envoyez à tous les innovateurs, madame. Vous vous rendez pas compte le mal que ça fait. Ça, c'est votre argument. Ça empêche la recherche. C'est terrible. On touche là au cœur même de la recherche et du développement, de l'innovation. Vous êtes en train de dire à des startups qui sont aujourd'hui à l'œuvre pour inventer des tas de médicaments nouveaux, qui investissent énormément d'argent pendant plus d'une dizaine d'années, qui prennent des risques terribles, vous êtes en train de leur dire on va être capable de préempter votre propriété intellectuelle. Moi, je suis très inquiet pour les futures pandémies. Et ça sera le mot de la fin, malheureusement. C'est l'idéologie véritablement au service. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment d'être venu débattre sur le plateau de 64 minutes. Je pense que vous aviez encore une réponse et qu'on aurait pu continuer longtemps. Mais merci beaucoup d'être venu présenter et l'un et l'autre les arguments. Merci beaucoup. Merci. On passe maintenant